Et demi d'années, dans sa course pour devenir une planète, cette sphère bleue et scintillante a réussi à se placer parmi les vainqueurs. Mais la compétition a été rude. Il a fallu surmonter le chaos et des collisions d'une extrême violence. Au moment de la formation de la Terre, les roches et les pierres se précipitaient dans un bruit assourdissant, à une vitesse supérieure à celle de voitures entrant en collision. Après avoir fait preuve d'une persévérance incroyable, elle s'est placée dans le système solaire, à un endroit où il était possible que se développent des océans, des continents et la vie. Les bactéries favorisent la création d'oxygène. Nous devons d'être ce que nous sommes à l'écume de la Terre. Malgré les dommages que notre époque lui fait subir, notre planète demeure une des créations les plus étonnantes de l'univers. Embarquons à bord du vaisseau Terre. Supposons que les extraterrestres existent et qu'ils veuillent visiter notre planète. Ils s'apprêteraient à vivre un séjour cosmique absolument génial. Le nom de la Terre vient du latin Terra. Elle est la 3e planète en partant du Soleil. Dès leur arrivée, nos visiteurs comprendraient pourquoi on la surnomme la planète bleue. Les 3/4 de sa surface sont couverts d'eau. Et ils s'apercevraient que la Terre est la seule planète du système solaire où l'on peut trouver des humains et d'autres formes de vie avancées. Quiconque peut s'accoutumer à notre atmosphère riche en oxygène ou respirer sous l'eau peut explorer la Terre sans vaisseau ou équipement spatial particulier. Mais nos touristes devront au préalable régler leur montre. Il faut 365 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil. Et chaque jour, ici, se compose de 24 heures. C'est le temps qu'il faut à la planète pour faire un tour autour de son axe. Les voyageurs seront bien sûr prévenus des risques de tempêtes dévastatrices et de guerres civiles. Mais la Terre reste une destination relativement sûre. La Terre est une planète très particulière, de même qu'une Porsche n'est pas n'importe quelle voiture. Elle s'est formée au bon endroit dans le système solaire. C'est la seule, à notre connaissance, où les plantes et les animaux puissent vivre à l'état naturel. Donald Brownlee, astronome réputé, a consacré sa carrière à résoudre les mystères qui entourent l'origine de la Terre. Une véritable quête cosmique. Il dit que la Terre a joué le jeu à fond dans la compétition pour devenir une planète où pourraient exister des formes de vie. Mais il ajoute aussi que le parcours était semé de dangers et de rebondissements. La Terre est passée par beaucoup d'épreuves avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et surtout, elle a eu beaucoup de chance. Il y a 4,5 milliards d'années, un coin de l'univers a vécu un feu d'artifice aux dimensions colossales. Une énorme étoile, encore jeune, s'est désintégrée en une supernova. L'explosion de cette étoile a pu provoquer un effondrement gravitationnel qui a donné naissance au Soleil. Peu après la formation du Soleil, tout un tas de matériaux se sont mis en orbite autour de lui. Des éléments microscopiques, des particules de glace, des poussières, un peu comme les peluches qui sortent d'un sèche-linge. Et tout cela a commencé à s'agglomérer. En fait, ces petits morceaux étaient plutôt faits de sable, de silicate. Ils se sont agglutinés et ont constitué des pierres, puis des rochers. Les rochers deviennent plus gros,
et commencent à entrer en collision. Et quand deux objets se fracassent l'un contre l'autre, la force de gravité les maintient ensemble. Les Porsche sont connus pour leur vitesse, les planètes également. Au moment de la formation de la Terre, les particules, les pierres et les rochers se jetaient les uns contre les autres à une vitesse bien plus élevée que celle d'une voiture se crachant contre un mur ou contre un autre véhicule. C'est à la faveur de multiples collisions qu'est née la Terre, mais il a fallu encore de nombreux impacts pour qu'elle atteigne sa taille actuelle. Pour mieux comprendre ce processus, Peter Schultz et son ancien étudiant, Seiji Sugita, tentent de recréer un impact en utilisant un canon à lancer vertical, le EMS Vertical Guns Range, ou AVGR, au centre de recherche EMS de la NASA. Dans une pièce vaste comme un grand magasin, se trouve un énorme canon à gaz léger qui ressemble plutôt à un missile balistique. Le canon à lancer vertical envoie des projectiles sur des cibles précises à l'intérieur d'une chambre sous vide. Grâce à ce canon qui peut tirer sous un angle différent, l'expérience est très proche de ce qui s'est produit à la surface de la Terre il y a 3,5 milliards d'années. À l'intérieur de la chambre vide, on va mettre le feu à cette toute petite sphère d'aluminium de 2 cm de diamètre. On l'utilise parce qu'elle a à peu près la même densité qu'un astéroïde lorsqu'il entre dans l'atmosphère de la Terre. Elle va se fracasser à une vitesse de près de 5 km par seconde, c'est-à-dire 10 fois la vitesse d'une balle. Elle sera réduite en 1000 morceaux. Le canon à lancer vertical va lancer la bille d'aluminium à l'intérieur d'une chambre sous vide emplie de gaz atmosphérique. Là, elle viendra frapper un petit monticule de sable qui ressemble à la surface de la Terre à son origine. Nous sommes dans une chambre sous vide qui va être remplie d'un gaz. Cela permettra de simuler l'atmosphère de la Terre à ses débuts. Continuons. On va former des petits cratères. La Terre devait être ainsi à ses débuts. Comme des chocs se produisaient en permanence, il devait y avoir une foule de cratères. Et voilà. Il s'agit de venir frapper le centre de la cible et de regarder la forme du cratère. Vous allez pouvoir observer la force de destruction de cette minuscule petite bille. Elle va faire de sérieux dégâts. Des caméras à vitesse accélérée vont enregistrer l'impact. Schultz et Sugita surveillent avec inquiétude un moniteur situé hors de portée du canon. Ça, c'est la partie du travail qui me tue. C'est le calme avant la tempête. Depuis une salle de contrôle sécurisée, un ingénieur déclenche plusieurs commandes. Ok, on y va. Schultz et Sugita mélangent science et superstition. Croisons les doigts, croisons les jambes et croisons les mains. C'est ça qui me rend dingue. Oh, superbe! Oh mon Dieu! Allez, on va jeter un coup d'œil. L'expérience a marché. Regarde ça. C'est incroyable. T'imagines ça sur la Terre? Oui. Il y aurait des nuages qui fileraient à la vitesse de tornades. Ou même plus vite encore. La vidéo nous fait découvrir une image réaliste et en même temps effrayante de ce qui s'est passé à l'origine de la Terre. C'est génial comme naissance. Allez, on y va. Oh bon sang. C'est absolument superbe. Il y a de sérieux dégâts. Imaginez que ce soit un astéroïde qui se soit fracassé sur la Terre et qui ait formé ce large cratère. Cela a dû se produire bien des fois et l'endommager sérieusement. C'est un exemple à petite échelle de ce qui a dû se produire à l'origine.
Certains des objets qui sont venus se fracasser sur la Terre à très grande vitesse mesuraient 450 km de diamètre. L'énergie d'un tel impact a produit une chaleur épouvantable. La Terre a commencé à brûler de l'intérieur. Le fer et le nickel ont fondu et ont coulé au cœur de la planète, formant comme une immense chaudière. La roche extérieure ou magma devenu liquide formait un océan en fusion. La planète déchaînée était devenue un objet infernal qui flottait dans l'espace. C'était vraiment l'enfer sur la Terre. Les projectiles les plus importants auraient pu stériliser la planète. Lors du choc, il y avait une production de vapeur qui pouvait réchauffer toute la surface de la Terre à une température supérieure à celle de la stérilisation. La formation du noyau a lieu au cours des 40 premiers millions d'années. Et les conséquences en sont très importantes pour l'avenir de la planète. À l'intérieur du noyau en fer, la boule de métal fondu donne naissance à un remarquable champ magnétique. C'est ce qui a permis à la Terre d'être habitable. Tout ce fer qui s'est déplacé au centre de la planète a formé un noyau solide qui produit un champ magnétique qui lui-même entoure et protège la planète. Sans ce champ magnétique, la Terre serait un désert sans air, dépourvu de vie. Le vent propulserait par rafale des matériaux venus du Soleil qui passeraient à proximité de la Terre à une vitesse d'1 million de kilomètres à l'heure et pourraient réduire notre atmosphère à néant en quelques millions d'années. Heureusement, le champ magnétique de la Terre détourne la course des vents et protège notre air. Malgré cela, la violence et le chaos continuent à s'abattre sur la planète. Au-dessus du noyau terrestre en fer, le manteau de roche est entré en fusion et a donné naissance aux volcans qui sont apparus à la surface, déversant de la lave et des substances toxiques. Et les collisions ont continué. Et c'est peut-être un de ces chocs qui a changé le cours de l'histoire et le destin de l'humanité. 50 millions d'années après sa formation, la Terre est victime d'une collision qui lui fait prendre une nouvelle direction. Un objet de la taille de Mars s'écrase sur notre planète, qui mesure déjà 80% de sa taille définitive. L'impact de l'explosion mélange les couches externes des deux planètes qui fusionnent pour agrandir la Terre. Et une partie des débris restants se réunit pour constituer notre Lune. William Hartmann, spécialiste des planètes, a été le premier à émettre cette théorie après la première mission de la NASA sur la Lune. Quand les astronautes d'Apollo ont rapporté des pierres de la Lune, nous avons pu étudier leur composition. On a découvert qu'elles étaient semblables à la lave que l'on trouve sur Terre. Ce qui nous permet de dire que le matériau de la Lune et celui de notre planète sont très similaires. Sa proximité avec la Lune donne à la Terre, alors en plein développement, un avantage décisif. C'est la Lune qui est à l'origine des saisons. À certaines périodes de l'année, le pôle Nord est tourné vers le Soleil, puis c'est le tour du pôle Sud. Et c'est la Lune qui assure cette inclinaison. Grâce à la force de gravité, le phénomène est constant. C'est elle qui tient le tout. Après la collision qui a donné naissance à la Lune, notre planète faisait plus de 90% de sa masse définitive. La formation des planètes est comme une sorte de compétition biologique. Les corps se cognent les uns contre les autres à des vitesses parfois fulgurantes. Il y a environ 3,9 milliards d'années, les collisions sont moins fréquentes. Notre système solaire se composait alors de 8 planètes, ou de 9 si l'on compte Pluton.
La Terre occupe la 3e position autour du Soleil, dont elle est distante à l'heure actuelle de 150 millions de kilomètres. Les planètes ne s'aiment pas. À cause de la gravitation, elles n'arrêtent pas de s'attirer et de se repousser. Ainsi, l'espace entre elles demeure constant et elles occupent une place précise par rapport au Soleil. Les objets qui ne sont pas devenus des planètes sont comme des réfugiés en quête d'asile. Des astéroïdes, composés de roches et de fer, gravitent maintenant dans la fameuse ceinture située entre Mars et Jupiter. Des comètes composées de glace, de poussière et de roches ont trouvé demeure dans la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Neptune. D'autres ont migré vers le nuage d'Oort, situé à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Ces porches endommagées sont une bonne métaphore du système solaire à son origine, ou plutôt des comètes et des astéroïdes qui ont survécu. De même qu'on apporte ces véhicules ici pour les recycler, ainsi nous pourrions nous tourner vers les comètes et les astéroïdes et y prélever certains éléments vitaux qui y sont stockés depuis la formation du système solaire. Au cours de l'histoire de la Terre, de nombreux astéroïdes en perdition ont dévié de leur orbite et atterri sur notre planète. Ce sont les météorites. Au cours des années, les spécialistes les ont analysés et ont déterminé leur âge grâce à la datation radioactive. Les météorites s'étant formées au même moment que les planètes, elles nous renseignent sur l'âge de la Terre. Celle-ci compterait 4,5 milliards d'années. C'est fantastique d'un point de vue scientifique. C'est comme si on faisait des recherches sur notre histoire familiale et qu'on retrouve tout d'un coup des traces de nos premiers ancêtres au tout début de l'existence de la Terre. Les astéroïdes et les comètes nous éclairent aussi sur les origines de la présence de l'eau sur notre planète. Il y a 3,9 milliards d'années, la Terre, en se refroidissant, a formé une mince croûte de silicate au-dessus de son manteau et de son noyau de fer et de nickel. Un liquide chaud a bientôt couvert toute la surface de la planète, à l'exception de quelques îles volcaniques éparpillées sur le globe. Une des chances de la Terre, c'est d'être née au bon endroit, dans ce que l'on peut appeler une zone habitable. Elle est à la bonne distance du Soleil, assez loin pour que ses océans ne soient pas en ébullition ou trop chauds, et assez près pour qu'ils ne gèlent pas. Mais où la Terre a-t-elle trouvé toute cette eau? Selon certains, elle viendrait des volcans qui existent depuis la naissance de la planète. Ceux-ci rejettent d'énormes quantités de vapeur dans l'atmosphère. Quand la Terre s'est refroidie, la vapeur s'est condensée en pluie et c'est ainsi que la planète a été approvisionnée en eau. Mais d'où venait cette vapeur d'eau émise par les volcans? À la base, les volcans recyclent le matériau issu de la roche en fusion dans le manteau terrestre et l'eau en fait partie. Mais ce n'est pas vraiment de l'eau nouvelle, en ce sens qu'elle était présente auparavant dans les océans et qu'elle apparaît alors pour la seconde fois. Michael Mumma appartient à la NASA. Selon lui, l'eau de la planète vient de l'espace. Les comètes, composées de gaz gelés, ont pu arroser d'eau la Terre au cours des chocs incessants qui se sont produits dans les premiers temps. Une particule gelée est en mesure de libérer de l'eau, principalement en fonction de sa taille. Les corps les plus petits se désintègrent à une certaine hauteur dans l'atmosphère. Les autres ont vaporisé leur eau à la surface de la Terre, et c'est ainsi qu'on en trouve sur la planète. Mumma essaie de déterminer si l'eau d'une comète a la même composition que celle de la Terre.
Nous savons que les océans contiennent un mélange d'eau normale, H2O, et d'eau lourde, DHO. Cette dernière comprend du deutérium, une forme d'hydrogène 2 fois plus lourde que l'hydrogène normal. Les comètes sont difficiles à étudier. Elles ne passent guère à proximité de notre planète, la plupart voyagent dans le système solaire extérieur. Mais en 1986, la sonde européenne Giotto a croisé la comète de Halley, qui était alors à 56 millions de kilomètres de la Terre. Pour analyser des échantillons, nous envoyons des spectromètres de masse parmi les débris qui se détachent d'une comète en activité. Ainsi, nous pouvons en mesurer les gaz de façon très précise. C'est ce que nous avons fait avec la comète de Halley. L'eau de cette comète est similaire à celle de la Terre. Pourtant, celle qui avait été analysée jusqu'ici comprenait 2 fois plus d'eau lourde que nos océans. Après avoir étudié les composants de différentes comètes, nous savons aujourd'hui qu'elles ne sont pas toutes semblables. Par conséquent, nous ne savons pas si la comète de Halley était vraiment représentative. La plupart des comètes étudiées viennent de la ceinture de Kuiper, située dans le système solaire extérieur. Par conséquent, elles n'ont sans doute pas participé à la formation de la Terre. Mais le télescope Gemini North, à Hawaï, en a découvert récemment dans un endroit inattendu. Dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. L'eau de ces corps plus chauds et contenant de la glace est peut-être semblable à celle de la Terre, car ils ont pris naissance dans le système solaire interne plus proche du Soleil. Un nouvel indice nous amène à penser que ces comètes inattendues pourraient avoir apporté autre chose que de l'eau à notre planète. Elles y ont peut-être semé les bases mêmes de la vie. L'origine de la vie reste une des questions les plus mystérieuses et les plus controversées lorsqu'on s'intéresse à la Terre. Une chose est certaine, il y a 3,9 milliards d'années, les hommes n'auraient pas pu y vivre très longtemps. Son atmosphère était alors constituée de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et d'un peu de nitrogène, mais il n'y avait pas d'oxygène. Des formes de vie primitives ont-elles pu malgré tout survivre dans cet environnement? Nous n'avons pas de preuve qu'il existait une forme de vie il y a 4,3 milliards d'années, mais on pense que les conditions étaient réunies pour que ce soit possible. Les fossiles les plus anciens ne datent que de 3,7 milliards à 3,9 milliards d'années. Certains pensent qu'ils évoluaient autrefois dans d'anciens étangs ou lacs. Là, les composants chimiques et l'énergie contenue dans l'atmosphère ont donné naissance à ce qu'on appelle la soupe primordiale, composée d'acides aminés, éléments essentiels de la vie. Mais les éléments originels auraient-ils pu venir d'ailleurs? D'un objet extraterrestre, par exemple? Les météorites contiennent des matériaux organiques, en particulier des acides aminés. Elles se sont formées quelque part au début du système solaire. Il y a donc eu libération de matériaux organiques venus de l'espace. En admettant que les astéroïdes et les comètes aient fait voyager ces bases de la vie dans l'espace, comment ont-elles pu survivre à la collision avec la Terre? Revenons au centre de recherche de la NASA. Peter Schultz et Seiji Sugita y mènent une autre expérience de pointe avec leur canon à lancer vertical. Ils espèrent avoir un jour la confirmation que météorites et comètes ont libéré sur Terre les ingrédients essentiels à la vie. Nous essayons de voir quelles sont les chances de survie de ces éléments vitaux. Ont-ils pu être apportés sur Terre à travers l'espace, ce qui aurait permis d'ensemencer une planète où régnaient des conditions favorables?
Les comètes et les astéroïdes ont probablement apporté des éléments essentiels à la naissance de la vie sur Terre. Et les impacts ont aussi rendu la surface terrestre et l'environnement plus favorables. Leurs expériences montrent que les météores contenaient des composés de carbone. Certains d'entre eux ont peut-être généré les bases de la vie. Mais il faut continuer les recherches. Là, il entre dans l'atmosphère et il commence à s'enflammer. Beaucoup de scientifiques pensent toujours que les premières formes de vie étaient des organismes unicellulaires vivant dans les océans. Mais aujourd'hui, des biologistes vont dénicher les descendants de nos premiers ancêtres dans les endroits les plus inhabitables de la planète. Disons que si une grosse Cadillac symbolise la vie moderne, la vie d'autrefois sera alors une bicyclette. Il n'y a aucun autre vestige de ces organismes que leurs traces chimiques. Et je pense qu'il est important de garder présent à l'esprit que pendant les 2 premiers milliards d'années, il n'y avait sur Terre que des microbes. Kenneth Nilsson est un véritable chasseur de microbes. Il parcourt la planète pour trouver les formes les plus ténues de la vie primitive. À l'origine, la planète était composée d'hydrogène, de sulfure d'hydrogène. Il y avait beaucoup de méthane aussi et un peu de dioxyde de carbone. C'était un endroit plein de sources d'énergie. Les microbes profitaient de tout ce que leur offrait la planète. Certains ont douté que ces formes de vie primitives, extrémophiles ou thermophiles, puissent survivre dans des environnements extrêmes. Disons que lorsqu'une grosse météorite frappait la Terre, la température montait jusqu'à 40 degrés. C'est parfait pour les extrémophiles. Or, une des choses que nous savons, c'est que les plus vieux organismes que nous ayons sur Terre, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de notre premier ancêtre commun, sont tous des organismes thermophiles. Cela prouve bien que la vie a pu évoluer à de très hautes températures. On trouve encore aujourd'hui des descendants de ces organismes au sang chaud. Ils peuvent vivre à des températures de 110 degrés. Si vous cherchez ce que l'on appelle des thermophiles, allez au parc de Yellowstone et observez ces lacs bouillonnants, ces chaudrons d'eau qui sentent si fort. Pendant des années, on a affirmé qu'ils étaient stériles. Mais la vérité, c'est qu'ils sont pleins de vie. Et ces organismes s'adaptent très bien à cet environnement extrême. La survie jusqu'à nos jours de ces organismes extrémophiles prouverait que la vie a pu s'adapter aux conditions extrêmes qui régnaient sur Terre au cours de ses débuts agités. Mais comment des microbes unicellulaires ont-ils pu se transformer en organismes complexes? Il y a environ 3 milliards d'années, les formes de vie primitives ont absorbé l'énergie du Soleil. Les microbes sous-marins ont créé un pigment vert, la chlorophylle. Grâce à celle-ci, ils ont capté la lumière du soleil et converti par une réaction chimique le dioxyde de carbone et l'eau en nutriments. Ce processus, qu'on appelle la photosynthèse, a permis aux bactéries de se multiplier et de donner naissance à une des plus anciennes espèces terrestres, les cyanobactéries, appelées autrefois algues bleues. Les cyanobactéries ont produit dans l'eau et dans l'air de grandes quantités d'oxygène libre, déclenchant ainsi une véritable révolution. D'un seul coup, la vie s'est divisée en 2 groupes. L'un s'est passé d'oxygène et a formé la partie anaérobique du monde, et l'autre s'est servi de l'oxygène comme d'un apport énergétique et a pu ensuite évoluer, grandir, et le tout assez rapidement. Une chose est sûre, quand les cyanobactéries ont eu cette capacité, elles ont battu tout le reste à plat de couture.
Grâce aux cyanobactéries, la vie a pu rapidement se diversifier et devenir plus complexe. Sans ces bactéries, il n'y aurait pas d'oxygène moléculaire, et par voie de conséquence, les plantes, les animaux et les humains ne se seraient jamais développés. Si les cyanobactéries n'existaient pas, nous ne serions pas là. Nous devons d'être ce que nous sommes à ces déchets de la Terre. Nous avons tous la même origine. Nous avons tellement de choses en commun avec les bactéries. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Aucune vie ne semble habiter le désert de Mojave, près de la vallée de la mort dans le sud de la Californie. Pourtant, sous le lit de ce lac desséché, les ancêtres de l'humanité prospèrent. Les formes de vie primitives ont pu s'adapter et perdurer malgré des conditions extrêmes. Aujourd'hui, dans ce désert sec et stérile, le géobiologiste Kenneth Nilsson est à la recherche des secrets de la vie. Il a découvert que des organismes microbiens prospéraient encore dans certains endroits dits inhabitables. Quand vous observez ce paysage, vous voyez une foule de tunnels ou de monticules. Ils sont le résultat des gaz émis par les microbes qui vivent dans cette région plate et boueuse. Si nous prenions de l'eau, que nous réhydrations ce morceau de boue desséché et que nous le mettions sous un microscope, nous verrions un univers fétide grouillant de microbes. Ainsi va le cycle de la vie dans les marais. Les organismes que nous pourrions appeler extrémophiles poursuivent leur existence dans des marécages comme celui-ci. Les microbes ont régné sans rival pendant la majeure partie de l'histoire de la Terre. Ils ont révolutionné la planète et ouvert la voie à des myriades d'espèces complexes. Mais c'est l'apparition de terres immergées qui leur a permis de trouver un nouvel habitat. On pense que les continents ont commencé à émerger il y a 4 milliards d'années. La pression exercée par les plaques tectoniques a généré de la chaleur et une nouvelle roche est apparue, plus légère que celle qui formait le fond des océans. Celle-ci s'est mise à flotter et à s'agréger, donnant naissance aux continents dont la taille et la forme se sont affinées au cours du temps. Ce sont ces vastes continents qui ont permis à la Terre de développer ce qui la caractérise, des formes de vie très complexes. Après plus de 2 milliards d'années d'évolution planétaire et biologique, les premières plantes et animaux ont quitté l'eau pour la terre ferme. Mais il faudra attendre des centaines de millions d'années avant que n'apparaisse l'homme. Petit à petit, celui-ci a assis son pouvoir sur la planète, et la Terre, désormais, ne sera plus jamais la même. Dans le système solaire, c'est elle qui offre à l'homme l'écosystème qui lui convient le mieux. 5 continents et d'innombrables îles abritent 6 milliards d'hommes. Mais il faut remarquer que la Terre a vécu la plus grande partie de son histoire sans l'humanité. L'histoire de la planète a été comparée par un savant à une journée de 24 heures dans laquelle l'homme serait apparu au cours des 2 dernières secondes. En ce moment, nous tournons sur la piste à une vitesse relativement modeste. Le véhicule roule en douceur sur un trajet très encadré.
Cela m'évoque la Terre. Elle a connu des hauts et des bas, mais quand on compare son évolution à celle d'autres planètes, on s'aperçoit qu'elle a eu un parcours relativement calme pendant des milliards d'années. C'est pour cela que la vie a pu s'y épanouir. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes qui tiennent la barre. Et le vaisseau Terre pourrait bien retourner au tumulte de son origine. Les humains, après une évolution faite de tâtonnements, sont parfaitement adaptés à la planète. C'est vrai à l'heure actuelle, mais est-ce que ce le sera dans le futur? Nous ne le savons pas. Les Terriens ont inventé l'extraordinaire, la technologie. Des véhicules mécaniques, des gadgets et des tas d'objets qui ont simplifié et amélioré leur vie quotidienne. La plupart d'entre eux est fabriqué ou roule grâce au combustible fossile, extrait de la croûte terrestre. Mais ces innovations récentes ont bouleversé la planète. Les hommes exercent une action déterminante sur la planète. Nous sommes maintenant très avertis de son réchauffement et de l'explosion démographique. On appelle effet de serre naturel l'absorption de rayons infrarouges par notre atmosphère, qui a pour effet de réchauffer la planète. Sans les gaz à effet de serre, la température chuterait de 30 degrés. Mais au cours des 20 dernières années, la production de gaz, en partie liée à l'utilisation des combustibles fossiles, a énormément augmenté. Et le réchauffement exponentiel de la planète affecte l'agriculture, le niveau des mers et le temps qu'il fait. Par le passé, il est arrivé que les niveaux de dioxyde de carbone augmentent pour des raisons naturelles, comme la production de gaz volcanique. Mais aujourd'hui, la planète se réchauffe de plus en plus vite. Pour observer cette évolution dramatique, il suffit de voyager dans certaines zones peu peuplées de la planète. Ici, l'avenir de l'humanité est très compromis. Les pôles nord et sud sont appelés des cryosphères. Autrement dit, ce sont des régions où l'eau se présente à l'état solide, sous forme de banquise, de neige et de glace. Les pôles contribuent à réguler le climat et le niveau des eaux sur le globe. Walid Abdalati, un spécialiste de la NASA, fait des recherches sur les étendues gelées. La sensation qu'on éprouve sur la glace est extraordinaire. On a l'impression de revenir à l'origine. Il y a des endroits où mes bottes ont sans doute été les premières à toucher ce sol. On se sent très humble. C'est tellement vaste. C'est très impressionnant. Mais les scientifiques, comme le professeur Abdalati, observent depuis un certain temps le rétrécissement de la banquise. La cause de ce phénomène est simple. La glace et la neige étant blanches, elles renvoient la lumière du soleil et refroidissent la planète. Au contraire, les océans absorbent la lumière du soleil et le globe se réchauffe. La banquise en fondant donne naissance à des étendues d'eau qui absorbent donc la lumière du soleil et activent ainsi le réchauffement de la planète, ce qui accélère la fonte des glaces. C'est un cercle vicieux. C'est très instable parce que le moindre changement tend à amplifier le phénomène. C'est ce qu'on appelle un effet boule de neige. Les calottes polaires sont en péril. La fonte permanente de ces précieux territoires pourrait déclencher un jour d'immenses catastrophes. Au pôle sud, les terres de l'Antarctique contiennent 70% des réserves d'eau de la Terre. Les banquises qui les recouvrent retiennent la glace, tel un barrage,
mais elle se fragilise. Elle était restée solide pendant 12 000 ans, mais en 2002, la plateforme glaciaire Larsen B s'est effondrée en l'espace de 5 semaines. Certains prédisent qu'au pôle Nord, l'océan Arctique sera entièrement en eau durant l'été d'ici 40 à 60 ans. Ces températures élevées sont liées à des variations naturelles, mais l'homme y contribue aussi très largement. Nous savons que l'activité humaine provoque le réchauffement de l'environnement, ce qui a pour effet de diminuer la couverture glaciaire. Au Groenland, le glacier Jakobshavn, un de ceux qui dérivent le plus vite, file maintenant comme un cheval emballé. À l'heure actuelle, il avance à la vitesse de 1,50 m par heure, ce qui, croyez-moi, est très rapide pour un glacier. Le pire scénario serait que tous ces glaciers se mettent à fondre et libèrent des masses de glace dans la mer. Cela élèverait son niveau d'environ 1 mètre. Et dans les régions côtières, il faudrait déplacer des millions et des millions de gens. Les hommes sont peut-être capables de réduire leur pollution, mais cela risque de prendre des décennies. Et certains processus qui pourraient décider de l'avenir de l'humanité sont déjà à l'œuvre. La planète poursuit son évolution. Nous ne faisons que subir les conséquences de ce que nous lui infligeons. Mais cela ne lui fait rien à elle. Nous pouvons prévoir le réchauffement de la planète et les changements pour les siècles à venir, mais pour elle, ce n'est qu'une petite anomalie. Pour nous, c'est grave. Mais pour elle, ce n'est qu'un grain de sable en termes d'évolution planétaire. Donald Brownlee et son collègue Peter Ward ont analysé les signes de vitalité de la planète et leur pronostic est triste. La Terre, en tant que lieu de vie pour les animaux et les hommes, est proche de la fin. Pourquoi? Parce que le Soleil est en expansion et son rayonnement augmente. Le principal danger qui menace les formes de vie avancées que nous connaissons, c'est que le Soleil s'agrandit légèrement. Il faut donc s'attendre à ce que le dioxyde de carbone disparaisse presque entièrement de l'atmosphère. Ce serait la fin de l'âge des plantes et des animaux. Les humains pourraient avoir disparu dans 500 millions d'années à cause de l'expansion du Soleil. Mais nous aurons vécu une belle aventure. Avant de s'éteindre, l'espèce humaine aura sans doute vécu plus longtemps que toute autre espèce complexe, grâce à sa capacité à s'adapter et à transformer son environnement. Nous disposerons d'une planète qui restera une Porsche pendant encore 1 milliard d'années. Ce qui est énorme à l'échelle humaine. Tandis que le vaisseau Terre manœuvre dans des eaux inexplorées, l'activité humaine peut avoir de graves répercussions sur les trésors que renferme la planète et sur sa survie dans l'univers.